on va un peu quitter l'intelligence artificielle pour rentrer dans le monde de la subjectivité. Heureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné, mais heureusement, parce qu'évidemment, on a peur un peu d'être remplacé, aussi bien en tant qu'écoutant qu'en tant que psychothérapeute, d'être remplacé un jour par l'IA. C'est vrai que j'ai eu un peu de stress tout à l'heure en écoutant l'exemple de cette appelante qui croit qu'elle a affaire à une IA. Et effectivement, il y a quelque chose quand même qui peut peut-être nous rassurer ou nous tranquilliser, c'est que avec l'écoute telle qu'on pratique, et celle dont on va parler tout de suite, c'est quand même une écoute totalement intersubjective. Et ça, je crois que cette rencontre entre deux sujets, elle n'est pas encore tout à fait... Ça va pas être le cas avec l'IA. Donc c'est quelque chose qui peut nous tranquilliser. Et c'est ce que je voudrais faire là, en cette fin de matinée, c'est rentrer dans ce monde de la subjectivité, avec le titre donc, de cette conférence, de la non-directivité à l'empathie. Alors, oui, en réfléchissant à ce titre, il est parti de certains commentaires que j'ai entendus des écoutants sur les problèmes que pose la non-directivité. Alors, j'avais quand même une question avant de démarrer pour savoir si mon parti pris est correct. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui considèrent que la non-directivité pose des soucis, pose des difficultés, pose des problèmes? Vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit. Hein. Juste, c'est pour avoir une idée de savoir si mon point de départ est juste. D'accord. Alors bon, ok, la définition de la non-directivité, justement, ça va être le sujet de la conférence. Donc, alors, bon, il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui ont des difficultés avec cette notion, et c'est très intéressant parce qu'on va en parler, et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une notion très compliquée, en tout cas ambiguë, qui n'est pas très claire, en commençant par le fait qu'elle en fait, elle est définie en termes négatifs, hein, la non-directivité, donc ça complique beaucoup les choses, puisque si on n'a pas le droit d'être directif, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire, du coup et qu'est-ce que ça veut dire être directif, effectivement, comme quelqu'un vient de me demander. Ensuite, de la non-directivité à l'empathie. Pourquoi ? Parce que si jamais cette non-directivité pose problème, génère de l'inquiétude, de l'anxiété, alors quelle est la réponse ? Et on va voir que l'intervention empathique ou l'empathie peut être une réponse possible. Et on va voir qu'il y en a d'autres, évidemment, mais ce que je pense que le message que je voudrais faire passer, c'est que l'intervention empathique, la réponse empathique est sans doute l'alternative, c'est sans doute la réponse la plus adéquate pour vous en tant qu'écoutant lorsque vous avez des appelants. Voilà. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours un peu dans l'introduction, je vais mettre mes lunettes parce que... Juste un petit mot sur mon parcours pour savoir d'où je parle. J'ai beaucoup d'affection pour SOS Amitié parce qu'en fait, dans les années 90, j'ai été écoutant à SOS Amitié dans une antenne à Paris. À l'époque, j'habitais à Paris. Donc c'est quelque chose qui évidemment me parle beaucoup. Ensuite, je me suis formé à l'approche centrée sur la personne. Effectivement, aujourd'hui, comme on l'a dit, je suis responsable d'un institut de formation à l'approche centrée sur la personne, et on en parlera tout à l'heure, qui a été donc fondé par un certain Carl Rogers. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure parce que c'est très important pour vous en tant qu'écoutant à SOS Amitié. Je crois que tous vos fondements, toute votre manière d'écouter repose sur les travaux de Carl Rogers. Alors,
Je vous disais tout à l'heure que la non-directivité, c'est une notion complexe, difficile, parce que, en même temps, on peut en faire des louanges, hein, et puis en même temps, elle est parfois vouée aux gémonies parce qu'on la sent comme une interdiction, comme un empêchement. Elle gêne aux entournures, elle empêche, elle peut éventuellement censurer une certaine expression de ma part en tant qu'écoutant. Et en même temps, pourquoi on peut en faire les louanges? Parce qu'elle est synonyme de respect de la personne, elle est une ouverture à l'autre, elle est, et ça on va y revenir d'un point de vue philosophique, c'est vraiment un respect de la personne dans sa totalité. Donc, vous voyez, c'est une notion complexe, la non-directivité. Dans un sens négatif, elle peut être associée à une sorte de laisser-faire, hein, où finalement tout est possible, alors que dans un sens positif, au contraire, elle peut être considérée comme un lâcher-prise, comme un lâcher du contrôle et comme finalement une acceptation de ce qui se passe et de ce qui se présente dans la relation en l'occurrence. Un autre problème qui se pose avec la non-directivité, c'est que c'est souvent une notion mal comprise. Elle est mal définie puisqu'elle se définit en termes négatifs, donc c'est très compliqué. On va devoir, et ça va être un peu l'objet de ce propos, de la redéfinir en termes positifs. On va essayer de voir, finalement, au lieu de parler de non-directivité, comment on peut faire pour l'élaborer de manière positive. Parce que si on parle de non-directivité, c'est comme si ça ressemble à un interdit. Hein, ah non, je ne dois pas faire ça. Et personnellement, et dans ma pratique en tant qu'ancien psychothérapeute, et je vois aussi avec nos étudiants, eh bien, ils peuvent le vivre comme une censure. Et ça, une sorte de limitation. Et ça, c'est pas très très bon pour la relation. Voilà. Et puis, c'est une notion qui nous oblige finalement à parfois rester en silence, alors que, et donc du coup, à une sorte de retrait de la relation. Et donc, ce n'est pas non plus, on n'est plus non plus dans la relation. Alors, je vous disais tout à l'heure que donc une notion ambiguë, ça va être la première partie de ce propos. On va d'abord voir que c'est une notion ambiguë, et puis donc les aspects positifs et les aspects négatifs. Et en deuxième partie, nous verrons finalement comment on peut redéfinir cette notion et surtout quelle est l'alternative, et on va voir que ça va être la réponse empathique. Alors quels sont les aspects positifs de la non-directivité? Parce que personnellement, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est une notion très très importante, même si elle a des difficultés. Je voudrais vous lire la charte que vous connaissez par cœur, hein, la charte de SOS Amitié, parce qu'elle nous indique « L'écoute est non directive et centrée sur la personne de l'appelant. Elle vise à desserrer son angoisse, elle tend à clarifier sa situation et retrouver sa propre initiative. » Alors voilà, là on a vraiment les trois termes fondamentaux. Non directif, centré sur la personne de l'appelant. Donc on voit qu'il y a une sorte de presque de synonyme entre être non directif et être centré sur l'appelant. Et quel est l'objectif de cette écoute non directive? C'est que l'appelant, ou celui qui est écouté, ou le client en psychothérapie, ou le patient, retrouve sa propre initiative. Et ça, c'est exactement le fondement de la non-directivité. C'est qu'est-ce que l'on cherche? C'est que l'on souhaite que, finalement, la personne que l'on écoute retrouve sa force, ses ressources à l'intérieur pour décider par elle-même de son propre chemin. Si on définit la non-directivité en termes positifs, c'est quoi dans le fond? C'est tout simplement le respect de la personne.
le respect de la personne de l'appelant. Et c'est un respect absolu en tant qu'être humain. Et là, je suis plus sur un plan philosophique, hein, c'est-à-dire comme un individu qui appartient à la société humaine. C'est le respect de sa souffrance et ne pas vouloir la changer nécessairement. C'est le respect de ses choix, de ses décisions, de ses orientations, de ses initiatives, comme dit la Charte. Et c'est le respect, bien sûr, donc, de sa capacité, parce que chaque individu a cette capacité-là, dans sa capacité à s'auto-déterminer et à s'orienter dans la vie, et donc à trouver sa propre voie. Donc la notion de respect, elle est absolument fondamentale dans cette histoire de la non-directivité. C'est une notion qui nous permet d'être centrés sur la personne de l'appelant. Parce que si je donne une recommandation, par exemple, à un appelant, je donne un conseil, si je fais donc ça va être une intervention directive. À ce moment-là, je ne suis plus centré sur la personne, je suis centré sur le problème et sur la recherche de la solution. J'essaye déjà quelque chose pour l'autre. Vous voyez ? Donc, être centré sur l'appelant, ce n'est pas être centré ni sur le problème, ni sur les résultats, ni sur la recherche de solutions, mais sur ce qui se passe, sur l'expérience de l'appelant dans l'ici et maintenant, à ce moment-là présent. Ça, c'est très, très important, parce que ça nous permet, l'histoire de l'ici et maintenant, nous permet justement de rester, non pas déjà plus tard, dans cette angoisse de qu'est-ce qui va se passer pour cette personne, comment elle doit faire, comment elle va solutionner sa vie, mais de rester avec elle, là où elle est, dans son niveau de souffrance. Vous voyez, il y a une notion aussi de holistique. Nous considérons la personne, si je m'intéresse à son problème particulier et à sa recherche de solutions, et parfois c'est compliqué parce qu'effectivement, l'appelant peut vous solliciter pour vous demander des conseils, ou se plaindre pour ne pas savoir quoi faire. Et donc il va falloir résister à cette tentation. Mais si je me centre sur ça, sur cette question-là, je ne suis plus dans une vision holistique de la personne dans son ensemble. Je perds de vue l'ensemble de la personne. La seule manière, dans le fond, de rester centré sur l'ensemble de la personne, avec toutes ses dimensions, c'est d'être dans l'ici et maintenant et de rester centré sur ce qu'elle vit, sur son expérience du moment. Parce qu'évidemment, vous avez bien compris que si je m'intéresse si je fais des interventions directives, je suis dans quelque chose qui appartient à mon projet, à mon désir, et ce n'est pas nécessairement celui de votre appelant. Donc, dans le fond, ça c'est l'aspect positif de la non-directivité, c'est qu'elle nous met en garde. Elle nous met en garde contre ce type d'intervention qui oriente, qui dirige, qui conseille, qui veut pour l'autre. C'est ça, c'est comme un garde-fou. La non-directivité est surtout, avant tout pour moi, un garde-fou. Elle nous invite à nous abstenir. Alors, et c'est une bonne chose, parce qu'on est quand même tous tentés dans la vie quotidienne. On a appris depuis toujours à intervenir, à donner notre opinion, à conseiller, à faire appel à ma propre expérience, etc., etc. Et là, tout d'un coup, cette non-directivité nous invite à nous abstenir de parler de soi. En tant qu'appelant, ce n'est pas votre rôle de parler de vous-même, de votre vie, de votre expérience. S'abstenir de parler donc de soi, mais s'abstenir de parler à partir de soi, c'est-à-dire à partir de son propre cadre de référence. C'est-à-dire finalement d'opiner, de donner ses propres opinions, son propre avis. Ça, c'est parler à partir de moi. C'est une abstention pour éviter d'être intrusif.
dans le monde de l'autre. Donc, poser des questions intrusives, par exemple. Alors, je ne veux pas dire il ne faut pas poser de questions, hein, je ne dis pas ça, attention. Je vais essayer, c'est pas facile, je vais essayer de ne pas donner de conseils, puisque je suis en train d'expliquer qu'on évite de donner des conseils. J'essaie de montrer les fondements épistémologiques, presque, on pourrait dire, hein, de certaines notions qui nous guident. C'est-à-dire, si je pose une question, la question elle-même n'est pas interdite, tout dépend d'où elle vient. Si c'est une question pour faciliter le processus d'écloration de l'appelant, il n'y a aucun souci. Si cette question est centrée sur le monde de l'appelant, il n'y a aucun problème. En revanche, si c'est une question qui vient de ma propre curiosité, pour satisfaire un besoin qui m'est personnel, à ce moment-là, on peut se poser des questions. Vous sentez la différence? Donc l'histoire, c'est pas la question en soi, c'est d'où elle vient. Quelle est mon intention? C'est sur ce sujet-là que je voudrais que l'on réfléchisse. À partir de quel endroit en moi viennent mes interventions? Donc s'abstenir de poser des questions intrusives, on va dire, s'abstenir de tenter d'orienter ses clients, hein, parce qu'on va essayer de lui laisser le choix. J'ai dit on va essayer de tenter de lui laisser le choix parce que je sais bien que je donne beaucoup de bons conseils, mais je sais très très bien qu'à l'heure de la pratique, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc voilà, pour moi c'est très important de vous le mentionner que je ne suis pas un donneur de conseils. J'ai moi-même été pendant plus de 25 ans psychothérapeute dans l'approche entre sur la personne, donc en essayant d'appliquer tous ces principes, et c'est évident qu'il faut être plus fin que les principes, et plus subjectif. Alors du coup, qu'est-ce que l'on peut faire dans notre écoute? Parce que, évidemment, je suis assez... j'imagine que vous tous, ici, vous êtes convaincus de cette valeur essentielle de la non-directivité. C'est-à-dire une valeur qui a sa cohérence philosophique, qui a sa cohérence épistémologique, qui a sa cohérence avec votre vision humaniste de votre écoute. Donc, voilà. Alors, quels sont les problèmes? Donc là, vous voyez, il y a des aspects très positifs de la non-directivité, mais quels sont les problèmes? Quelles sont les difficultés qui se posent avec la non-directivité? Alors, là, j'espère que ça va vous parler. Moi, je trouve que le premier problème, c'est qu'elle questionne, évidemment, ma raison d'être, ma fonction, mon rôle. Parce que être non-directif, parfois, c'est s'abstenir, on l'a vu, et donc, du coup, quel est le sens de ma présence? Quel est le sens de mon écoute? Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Que faire face au désarroi des personnes si je ne peux rien dire, si je ne peux pas intervenir, si je ne peux pas orienter, si je ne peux pas donner des conseils? En quoi cela va aider l'appelant si je ne dis rien? Et puis, bon, avec cette question derrière, est-ce qu'une simple écoute, sans intervention, est-ce qu'elle est vraiment aidante? Si je reste en silence et que j'écoute, ça arrive, hein? Est-ce que vraiment c'est aidant? Est-ce que quand je raccroche, est-ce que j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose, d'avoir aidé cette personne? Et puis alors, on entend souvent ça aussi, hein? Les conseils, parfois c'est très bien utile. Finalement, la personne fait ce qu'elle veut avec les conseils. Ça ouvre des perspectives, ça donne des idées. Donc pourquoi ne pas conseiller? Et avec les jeunes, notamment, j'ai entendu parler, hein, parce que du coup j'ai discuté avec des appelants d'aujourd'hui. Parce que figurez-vous que l'écoute, des écoutants, pardon, oui. Parce que je trouve que l'écoute a changé hein, depuis mon époque, dans les années 90, quand j'étais à SOS Amitié, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, il y a des chats, il y a des jeunes qui téléphonent. Je crois que le public et les thèmes ont beaucoup évolué. Hein. Donc,
Comment faire pour aider les jeunes, par exemple, et notamment sur le chat, parce qu'ils sont très en demande de conseils. Et puis, évidemment, il y a les situations d'urgence, avec les appels des suicidants, quand, évidemment, il y a le besoin urgent d'une aide. Tout ça, toutes ces questions, génèrent un certain nombre de sentiments, bien sûr, qui sont difficiles parfois, sentiments d'inutilité, d'insuffisance, la frustration, bien sûr, le sentiment d'impuissance, on en a parlé hier, à un moment donné. Comment faire avec ce sentiment d'impuissance face à la détresse, face au désarroi, face à la misère. Et puis, donc du coup, effectivement, le découragement. Entre parenthèses, par rapport à tous ces sentiments, qui sont quand même des sentiments désagréables, qui ne sont pas faciles à contacter, qui ne sont pas faciles à ressentir, évidemment, la réponse très naturelle, c'est le conseil, l'orientation, la recommandation, etc. C'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si vous avez un ami qui vous parle d'une grosse difficulté, de son angoisse, elle vient contacter votre propre angoisse, et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ne plus sentir cette angoisse-là, ou la supprimer du champ relationnel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite intervenir pour trouver des solutions, l'aider à résoudre son problème. J'imagine qu'on a tous, on connaît tous ça. Donc, parce que, évidemment, cette impuissance génère de l'anxiété, bien sûr. Et c'est ce qui fait que, parfois, on est tenté de refiler la patate chaude avec ce fameux numéro de téléphone, le 3114. Et oui, c'est assez pratique. Mais bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser de ça. C'est une réponse naturelle par rapport à l'anxiété et à l'angoisse. On a tous des stratégies pour ne pas contacter les sentiments qui sont difficiles. Alors, l'autre problème de la non-directivité, un problème inverse, c'est d'appliquer la non-directivité à la lettre. Et donc, d'ériger cette non-directivité, on a dit qu'il y avait quelque chose de beau dans cette non-directivité, de noble, mais de l'ériger comme un dogme. Et alors, la non-directivité peut être perçue comme une sorte de neutralité, donc un non-engagement. Et là, je parle de la perception de l'appelant, par exemple. Mais en fait, j'ai une personne réelle en face de moi, un être humain, quelqu'un qui réagit, qui agit. La non-directivité peut être associée à une sorte de laisser-faire, une attitude de passivité, ne rien faire, ne rien dire. Parfois, je l'ai vu chez certains collègues, il y a une sorte de retrait psychologique, de retrait émotionnel, parce que justement, soit le poids de ce que m'apporte le client ou de ce que m'apporte l'appelant est tellement fort que je peux rentrer dans un état, pas de sidération, c'est un trop grand fort, mais en tout cas, je peux me figer. Tout simplement. Et donc là, il y a une sorte de retrait émotionnel, de retrait psychologique que je peux justifier ensuite par « Ah, mais je suis non-directif. » Oui, mais en attendant, je laisse l'autre tout seul. Ce qui était quand même assez paradoxal parce que vos appelants téléphonent pour, finalement, dans le fond, ne pas raconter leurs problèmes, mais pour être dans un lien avec l'humain. Pour créer une relation, pour avoir un contact humain avec une personne réelle. C'est ça qui est très important. Vous allez voir que j'insiste beaucoup sur cette histoire de la relation, du contact. Parce que dans le fond, je suis persuadé que la plupart des personnes qui téléphonent, elles ne téléphonent pas « Ah, je voudrais résoudre ce... » Non, derrière, il y a ce besoin d'être en lien, de rejoindre la communauté humaine, d'être reconnu comme être humain. Et donc, la non-directivité peut être utilisée comme une sorte d'absence de présence incarnée.
C'est un peu le thème du congrès, c'est la notion de présence, hein, qui est vraiment très importante. Donc on se retrouve avec cette non-directivité dans une contradiction, puisque la charte nous invite à être non-directif et en même temps, on nous demande d'être présent. Hein, le thème du congrès, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi, hein, et puis c'est bien gentil de dire, bon, oui, non, mais moi je suis présent. Ça, c'est important. Ah oui, oui, non, mais moi, de toute façon, ok, je ne dis rien, mais je suis présent avec mon appelant. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est que si l'appelant ne perçoit pas cette présence, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que vous êtes présent, que vous êtes à l'écoute, etc. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'effet. Ce qui est très important, c'est que, ok, être présent, être à l'écoute, et je ne doute pas que dans tous vos appels, vous avez cette qualité de présence, mais pour l'appelant, il ne l'aperçoit pas nécessairement et qu'il est important de la signifier. Alors c'est là où on va voir un peu ce que peut nous apporter Carl Rogers, avec comment faire pour signifier ma présence, pour exprimer ma présence. Alors qu'est-ce que propose Carl Rogers? Bon, je suppose que vous avez tous entendu parler un peu de Carl Rogers. Juste, ce sont des rires de... Vous savez, Carl Rogers est un psychologue... Alors, juste quelques mots quand même sur cette personne, parce que, pour remettre les choses en place. Carl Rogers est un psychologue nord-américain. Il est né en 1902. Et il est mort en 1987. Donc vous voyez, c'est vraiment un homme qui a traversé le XXe siècle. Il a démarré sa carrière dans les années 30. C'est à partir des années même, à la fin des années 30, début des années 40, qu'il a commencé à semer les graines de ce qui va devenir l'approche centrée sur la personne. Juste une petite parenthèse, plusieurs études ont montré que Carl Rogers, oui, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont montré que Carl Rogers était cité parmi les 5 personnalités du monde de la psychologie les plus influentes du XXe siècle. Dans certaines études, il dépasse même Freud, hein, pour vous dire. C'est-à-dire que Carl Rogers a, avec les principes qu'il a développés sur l'écoute et donc sur une approche centrée sur la personne, a influencé totalement le monde de l'écoute, le monde des soignants, le monde de la pédagogie, le monde de l'éducation, le monde et évidemment le monde de la psychothérapie. Il a eu une influence absolument colossale et aujourd'hui, toutes les associations telles que SOS Amitié qui font de l'écoute, tous les éducateurs, toutes les assistantes sociales utilisent, même sans le savoir, des principes qui ont été développés, découverts par Carl Rogers. Ça, je tiens à le redire pour une sorte de manière de rendre à César ce qui appartient à César. Pour terminer sur Carl Rogers, sachez qu'il a été un universitaire. Il a fait toute sa carrière. Alors, il a commencé sa carrière dans un centre pour enfants difficiles au nord des États-Unis, à Rochester. Et il était là tout simplement, simple conseiller. Après, il est devenu directeur de ce centre. Mais il recevait des enfants et des familles, des enfants dits difficiles. Hein, et ce centre était chargé justement de trouver des familles d'accueil ou en tout cas de résoudre les problèmes dans la famille. Et puis, à partir des années 40, il est rentré dans l'université. Il a fait 3 universités et il va y rester jusqu'à la fin des années 60, où il va prendre sa retraite. Mais donc 20 ans de carrière universitaire, ce qui lui a permis de faire des recherches. Carl Rogers est un vrai chercheur. C'est le premier psychologue qui a étudié, analysé ce qu'il se passait dans la relation d'écoute avec un client, en anglais on dit client, avec un client,
Et à l'époque, dans les années 40, juste pour l'anecdote, il n'existait pas de magnétophone, d'enregistreur, etc. C'était avec des disques en cire. Et donc, il avait des étudiants, des doctorants qui étaient dans la salle d'à côté. Lui, il faisait son entretien avec des personnes. Et puis, les doctorants à côté changeaient les disques de cire toutes les 10 minutes. Et ensuite, ces enregistrements étaient écoutés pour analyse et voir finalement quel était l'impact de mon intervention sur la personne. Parce que c'est ça qui intéressait Carl Rogers, c'est qu'est-ce qui permet, dans le fond, à une personne de poursuivre son auto-exploration, d'aller plus profond à l'intérieur, de laisser émerger de nouvelles informations. Qu'est-ce qui permet? Quelles sont les interventions ou quelles sont la manière de faire pour que cette personne puisse découvrir à l'intérieur d'elle-même ses propres réponses. Et c'est pour ça qu'il a effectivement au début déterminé un certain nombre de réponses et il a finalement, avec une économie de moyens extraordinaire, il a finalement développé l'idée que oui, ce sont les réponses, le type de réponse, en effet, mais que c'est surtout un climat qu'il faut mettre en place, un climat facilitant. Et il va nous donner certaines conditions pour créer ce climat. On va y venir, je vais vous essayer d'en parler. Ça va être de vous indiquer quelles sont ces attitudes, ces conditions qui permettent finalement, à Laplan en l'occurrence, de pouvoir approfondir et d'aller un peu plus à l'intérieur de lui, parce que, on le sait bien, peut-être vous en êtes d'accord, que les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur, que quand vous êtes dans un dilemme, que quand vous êtes dans un conflit intérieur et que vous allez chercher à l'extérieur, ça ne résout rien, et que vous le mastiquez, vous le ruminez dans votre esprit pendant des jours parfois, ça ne sert à rien, que la seule solution, elle se trouve à l'intérieur. Et c'est en se plongeant dans cette intériorité, peut-être grâce à la solitude dont nous a parlé Marie de Henzel hier, dans cette solitude et de cette écoute de soi, que l'on va trouver les réponses. Eh bien, l'appelant ou le thérapeute, l'écoutant, centré sur la personne, va faire exactement la même chose. C'est-à-dire, il va permettre à l'appelant, au client ou au patient, il va lui permettre de plonger à l'intérieur de lui-même pour trouver ses propres solutions et ses propres réponses. Alors, avant de vous présenter les notions de Rogers, je voudrais juste vous donner un petit historique sur la non-directivité. Parce qu'on a souvent présenté l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers comme l'approche non directive. Alors c'est tout à fait étonnant parce que à partir des années 50, Carl Rogers n'a plus jamais utilisé cette expression de non directivité. J'ai la prétention de très bien connaître l'œuvre de Carl Rogers. À partir de 1952, il n'utilise plus jamais ce terme de non-directivité. Pourquoi ce terme est apparu? C'est que quand Rogers a démarré et a commencé ses recherches et qu'il a commencé à faire, comme je vous l'ai indiqué, des écoutes, les observateurs ont dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Finalement, il reformule. Il ne questionne pas, il ne recommande pas. Et le terme de non-directivité a émergé tout seul. Donc, ce sont les observateurs, en observant ce qui se passait, on dit « mais il est complètement non-directif ». Et ça s'opposait à l'époque, évidemment, les psychologues dans les années 30 et 40, vous imaginez bien que c'était des psychologues qui intervenaient énormément. C'était des figures de sachants qui indiquaient aux clients ce qu'il fallait faire, enfin, à leurs patients, ce qu'il fallait faire aux familles, aux enfants, etc. Et lui, tout d'un coup, il a découvert, alors qu'il était conseiller à Rochester,
qu'en écoutant simplement, en étant présent, bien entendu, et en faisant des interventions, mais pas en orientant, qu'il y avait des choses qui se passaient. Il y avait un processus de transformation. Mais de l'extérieur, on s'est dit, mais il est complètement non-directif. Alors, c'est comme ça qu'effectivement est née cette approche, sous le terme d'orientation non directive ou d'approche non directive. Mais très vite, quand il a publié son principal livre en 1952, la notion n'apparaît plus. Par contre, c'est arrivé en France dans les années 60, donc après, sous le nom d'orientation non directive. Et c'est pour ça qu'en France, on continue à parler d'orientation non directive, d'approche non directive, parce que l'approche de Carl Rogers, a été connue sous cette appellation. Donc voilà, ça c'était juste pour vous expliquer l'histoire de cette notion. Pourquoi Rogers a abandonné cette notion ? Justement, je pense que les difficultés qu'on a évoquées tout au début, en introduction, n'y sont pas pour rien, et qu'il a très vite compris que c'était quand même une notion difficile. Et il a surtout mentionné qu'en fait, à un moment donné, il a dit, en fait, c'est pas ce qui caractérise mon approche, ce n'est pas la non-directivité, c'est le fait que je suis centré sur la personne. Alors au début, il a évidemment développé toutes ses recherches étaient centrées sur la psychothérapie, hein, et le counseling, comme on dit en anglais. Donc il a développé cette idée d'une approche, une psychothérapie centrée sur la personne. Et puis, il s'est aperçu, chemin faisant, à partir des années 60, 70, que dans le fond, tous ces principes qu'il avait découverts, qu'il avait imaginés, pouvaient s'appliquer à plein d'autres domaines. Celui de l'éducation, la pédagogie, dans la relation de soins, dans la relation de santé, dans la médiation, bien sûr. Et donc, il a dit, mais ce n'est pas que de la psychothérapie, ça peut être de l'approche centrée sur la personne. C'est pour ça qu'on est passé donc d'une orientation non directive, psychothérapie centrée sur le client, à approche centrée sur la personne. Alors, ce que nous dit... Oui, alors ce qui est très important de bien comprendre, c'est que derrière cette histoire de la non-directivité, il y a deux notions absolument fondamentales, qui sont en fait le fondement, le substrat de la non-directivité. La première, et je pense que ce sont des notions qu'il faut absolument que vous ayez en tête lorsque vos appelants appellent. La première, c'est la tendance actualisante. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la base de l'approche centrée sur la personne, c'est cette notion de tendance à l'actualisation, ou tendance actualisante. Ça veut dire, Rogers donne l'image peut-être ça va être encore plus parlant, voilà, c'est ça, de la pomme de terre. Et quand il était enfant, il habitait dans une ferme, ses parents étaient agriculteurs, et donc il mettait les pommes de terre pendant l'hiver dans la cave. Logique. Donc il y avait des gros tas de pommes de terre, et puis tout en haut de cette cave, il y avait quand même une petite lucarne. Et Rogers, qui était toujours été extrêmement intéressé par les phénomènes de la nature, observe ces pommes de terre et voit qu'elles germent, et que le germe se dirige vers la lucarne, qui est tout en haut. Les conditions quand même de cette pauvre pomme de terre sont très difficiles. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de lumière, sauf la petite lumière de la lucarne. Et malgré tout, la pomme de terre cherche à se développer. La pomme de terre cherche à devenir plante. C'est ça l'actualisation. C'est que chaque être vivant, et donc l'être humain en particulier, a cette tendance naturel, inné, de développer son propre potentiel.
sa potentialité en tant qu'être humain. C'est ça l'actualisation. Et ça concerne tout le vivant. Les animaux, les plantes et les êtres humains. Ça, c'est la première conviction. La deuxième, alors c'est un postulat, on est d'accord, hein, mais d'autres philosophes en ont parlé, hein, l'élan vital de Bergson, le conatus de Spinoza, enfin voilà, il y a quand même pas mal au niveau philosophique de substrat. La deuxième conviction, c'est que l'être humain possède des ressources intérieures pour se transformer. Hein, tout à l'heure, j'ai insisté beaucoup sur le fait de permettre à la personne d'explorer et de laisser émerger de nouvelles informations. En fait, c'est ça. La personne, toute personne humaine, a des ressources pour se développer, pour se transformer, pour changer l'image qu'elle a d'elle-même et par conséquent son comportement dans la vie. Alors voilà, le problème, vous allez me dire, je suis sûr que vous êtes tous beaucoup sont en train de penser ça. Oui, non, mais bon, ça c'est la théorie, mais moi, on ne voit pas ça tout le temps. Parce qu'effectivement, et cette tendance actualisante et cette capacité d'accès à ses propres ressources peut être bloquée. Il va falloir, pour relancer ce processus, il va falloir des conditions particulières. Ce que Rogers appelle des conditions facilitantes. Alors, c'est ça que je voudrais maintenant mentionner. Quelles sont ces conditions qui facilitent ce processus d'actualisation et ce processus de transformation? On est bien d'accord. Alors, le premier principe, la première notion dont nous parle Rogers, c'est le contact. Le contact, alors ça c'est une notion très importante, le contact a remplacé la notion de relation. Le contact, c'est un engagement dans la relation. Donc la première chose que nous dit Rogers pour qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la transformation ou de l'actualisation, c'est qu'il y a un contact entre deux personnes. C'est-à-dire, mais c'est pour ça que vous êtes appelant, c'est parce que il y a une relation qui se tisse. Pardon, vous avez compris. Mais en fait, le lapsus n'est peut-être pas si dérive que ça, parce qu'en fait, écoutant, appelant, écoutant, on est dans une relation entre deux personnes humaines. Et c'est ça qui compte. C'est cette relation, c'est ce dialogue, c'est cette approche dialogique entre deux personnes qui va faire qu'il va y avoir une transformation. Vous voyez ? Et donc, ce contact permet cette mise en relation, parce que finalement, le contact, c'est quoi ? C'est d'être affecté par l'autre et d'affecter l'autre, d'impacter l'autre et de se laisser impacter, d'être touché, en d'autres termes. Quand l'appelant vous téléphone, vous allez réagir. Donc vous êtes impacté, vous êtes affecté par ce qu'il vous dit. De la même manière que quand vous répondez à l'appelant, vous allez affecter le champ perceptuel de votre appelant. Donc, c'est cette relation, c'est ce dialogue qui s'instaure entre deux personnes qui va permettre l'émergence d'une information nouvelle, d'une actualisation, de quelque chose de guérissant, pour utiliser un grand terme. Deuxième notion, donc le contact. Deuxième notion, l'authenticité. Ça, c'est un concept très important. Je ne veux pas non plus trop insister parce que je vois que le temps passe. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique dans la relation ? Ah oui, une relation fonctionne. Donc, on est d'accord que ça, c'est le point de départ. La relation fonctionne, la relation est transformatrice, mais il est important qu'au moins un des deux soit authentique. Authentique, ça veut dire ne pas jouer le sachant, ne pas être autre chose que ce que je suis, finalement ne pas être dans une position haute, rester en contact avec soi tel que je suis à ce moment-là. C'est ça l'authenticité, tout simplement. C'est très lié à la notion de congruence. Vous avez sans doute entendu parler de ce terme, la congruence. La congruence, ça veut dire quoi ?
qu'est-ce que c'est? Très important également pour vous. C'est la conscience de ce que je ressens dans la relation, en contact avec l'autre. De quelle manière l'autre vient m'affecter. C'est d'être conscient de ce qui se passe pour moi quand l'autre me raconte sa détresse, son désarroi, me raconte une histoire qui ne m'intéresse pas du tout. Ben oui, mais ça aussi, ça vient m'impacter. Bien sûr, ça m'affecte, parce que ça m'ennuie. Et puis je me demande à quoi je sers. Donc tout ça, tout ce discours, la manière dont, là, sa rhétorique, la manière dont parle Laplan, vient affecter quelque chose en moi. Et la congruence, c'est la conscience de ce qui se passe pour moi, de ce que je ressens et de comment cela m'affecte. C'est extrêmement important pour vous, en tant qu'appelant, d'être en contact avec ça. Donc, prendre conscience de ce que je ressens, prendre conscience de ces émotions qui me traversent, des idées, plein de choses qui me viennent quand j'écoute, qui me passent par la tête, des envies d'intervenir. Avant d'intervenir, je vais essayer de prendre conscience de mon idée, de mon envie d'intervenir. Et puis je peux me demander, tiens, d'où ça vient cette envie d'intervenir? Je suis trop angoissé, j'arrive pas à rester en silence. D'où elle vient de quel endroit en moi elle vient cette envie de poser une question? C'est la prise de conscience des sentiments divers qui me traversent. Alors évidemment, ça peut être la tristesse par rapport à certains chagrins d'appelant, certaines peines, certains désarrois. Évidemment, ça peut provoquer de la tristesse en moi, mais de la compassion. Mais ça peut être aussi de la colère, parfois, quand je me sens manipulé par un appelant, par exemple, où je me sens objectalisé, chosifié. Je peux aussi être ennuyé. Tout ça, ce sont des sentiments qui sont indispensables à être pris en compte, à être reconnus, validés par soi-même. Ça, c'est très important. Ne pas censurer, accueillir tout ça. Donc, vous voyez que dans la congruence, il y a quelque chose de l'ordre de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce que je ressens, tout ce que je vis, tout ce qui me traverse, doit être mis ensuite dans la relation. Ce n'est pas ça du tout. C'est déjà, là je parle de prise de conscience. Alors, je voudrais vous donner un petit secret que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui peut vous aider à identifier des sentiments difficiles, d'ennui, de colère, de rejet, pourquoi pas. Parce que très souvent, ah non, je ne peux pas sentir ça. Et donc, on est dans la négation de ce genre de sentiments. Mais le secret, c'est que si vous faites ce travail de bénévole, que vous consacrez du temps à faire des écoutes, c'est que vous êtes des personnes aimantes, dans le fond. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez conscience que vous êtes des personnes aimantes. Et quand vous en serez vraiment consciente, vous aurez pris conscience de ça, vous pourrez vous autoriser à ressentir parfois, pas toujours, des sentiments négatifs. Je ne sais pas si je m'explique. La base, c'est que oui, vous êtes en train de donner de votre temps. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, là, pour l'autre, pour autrui. Ça, c'est absolument pas remis en cause parce que vous vivez des sentiments négatifs. Vous vivez des sentiments d'ennui avec tel ou tel appelant, ça vous met en colère, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si vous pouvez reconnaître dans le fond que vous êtes là par amour pour votre prochain, à ce moment-là, ça vous permet aussi de reconnaître parfois des sentiments négatifs qui peuvent émerger. Clément, je vais devoir vous demander juste de conclure. J'étais sûr, je n'aurais pas dû m'arrêter. Pour laisser le temps aux questions, parce que c'est un sujet excessivement passionnant pour nous tous, et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Oui, ok. Eh bien écoutez, oui, mais ça va le faire. 2 minutes.
Autre attitude dont nous a parlé Carl Rogers, le regard positif inconditionnel. Là, je ne développe pas non plus. Ça a à voir évidemment avec le respect de la personne telle qu'elle est. Hein. Alors, juste quand même un petit mot, parce que c'est compliqué cette histoire de la considération positive. Ah, mais quand même, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il a fait. Bien sûr que non. Il y a des tas d'actions, d'actes que vous pouvez entendre au téléphone qui ne sont pas acceptables, bien entendu. Ma considération positive inconditionnelle ne porte pas sur les actes, mais porte sur la personne elle-même. Et ça, c'est une différence qui paraît peut-être subtile, mais elle est fondamentale, parce que vous allez essayer de voir la personne en tant que personne humaine, hein, et non pas ses actes, pour revenir à la considération positive, parce que, effectivement, si je perds la considération positive, si je perds ce regard positif sur l'autre, je perds, disons, un élément important de ce climat que j'essaie de mettre en œuvre. Vous voyez ? Donc c'est important d'avoir ce regard et de revenir du coup à la personne. Quelque chose qui va nous aider à avoir ce regard positif inconditionnel, c'est l'empathie. Alors là, excusez-moi, je vais devoir insister un petit peu, mais parce que c'est le point principal, puisque de la non-directivité à l'empathie, c'est le sujet. L'essentiel sur l'empathie. Ne confondez pas, parce que alors maintenant l'empathie s'est mise à toutes les sauces. Hein. On entendrait presque M. Macron parler d'empathie. Non mais c'est possible. Hein. L'empathie n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas de la bienveillance. Non. Ce n'est pas non plus la recherche du positif. L'empathie dont on parle, nous, hein, ce n'est pas la compassion. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce n'est pas non plus de l'identification au malheur de l'autre par rapport à ce que je vis moi, ce qui serait la sympathie. Non. L'empathie, je vais vous le dire tout de suite en quelques mots, c'est avant tout une rencontre avec le monde de l'autre, avec sa subjectivité, avec son cadre de référence. C'est rentrer dans le monde de l'autre. Alors ne croyez pas, parce qu'on a parfois dit que c'était l'empathie, c'était naturel, je ne sais pas quoi, mais pas du tout. Alors vraiment, l'empathie n'est pas naturelle du tout. C'est un effort. C'est un mouvement vers l'autre qui demande un effort. Naturellement, je ne suis pas porté pour rentrer dans le monde de l'autre, écouter le monde de l'autre. Je suis plutôt centré sur mon propre monde. Ça, c'est le mouvement naturel. Regardez les enfants. Et donc, en tant qu'appelant, vous allez justement faire ce mouvement vers l'autre. Pensez à cette idée de mouvement. Hein. C'est vraiment se décentrer en restant en contact avec soi, la congruence, mais pour aller vers le monde de l'autre. Et donc c'est une attention, un mouvement vers l'appelant, vers ce qu'il me dit, vers ce qu'il exprime, vers ce qu'il veut m'exprimer. Là aussi, j'essaye de développer ma sensibilité pour essayer de comprendre pourquoi il téléphone, pourquoi il appelle là, qu'est-ce qu'il veut me dire exactement, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à sortir. Pas parce qu'il ne veut pas, hein, mais parce que c'est trop profond, parce que c'est très difficile à dire, parce que c'est honteux, pour des tas de raisons. C'est un mouvement vers son vécu intérieur, vers son expérience et vers ses sentiments. Et cela nous permet d'être dans l'ici et maintenant, de rester en contact avec l'appelant. Et je vais devoir donc du coup arrêter pour... C'est ça. Pour répondre à des questions. Absolument. Mais ça tombe bien, parce que bon, après, ce sont des blablabla de conclusion, donc pas de... Un grand merci Clément, je sais que vous êtes passionné et vous êtes passionnant. Et vous aurez encore écouté longtemps, mais voilà, on est tenu par le temps.
Oui, bonjour, merci. J'ai une question concernant l'empathie. Récemment, dans un groupe de partage, une écoutante a fait part d'un appel qu'elle a eu de la part d'un pédophile qui revendiquait d'une certaine manière son attitude, ne se remettait pas du tout en cause et ne remettait pas en cause la situation de victime des enfants concernés. C'est quelqu'un qui est actuellement incarcéré. Et l'écoutante a eu énormément de difficultés parce que c'était quand même assez abject de ce qu'elle entendait de la part de cette personne. Et ma question, en vous écoutant à propos de l'empathie, comment réussir, comme vous dites, à aller vers ce que dit la personne, vers ce qu'il dit, pourquoi il appelle, etc., dans ce cadre-là, qui est quelque chose d'assez inconcevable dans ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Et en même temps, vraisemblablement, c'est quelque chose d'important de pouvoir écouter des personnes qui vivent des choses comme ça. Voilà. Évidemment. Donc, comme tout à l'heure, ça commence par une question difficile, comme disait notre ami Bernard. En fait, oui, bon, ça nous renvoie à deux choses. Je n'ai pas de réponse, bien entendu, hein. Mais ça nous renvoie donc à la considération positive, effectivement, sur cette personne. Et du coup, peut-être à cette question, pourquoi l'appel ? Parce qu'en fait, ce que j'entends, donc évidemment, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, parce que évidemment qu'une personne qui va avoir des remords ou des regrets, ça va être facile d'écouter ça. Hein. Là, on peut revenir à une considération positive, parce que bon, elle appelle, même si elle a fait des actes absolument répréhensibles, mais je peux entendre ce geste de vouloir régler ça chez elle. Là, il y a une sorte de négation. Donc peut-être, reposer la question de vous venez chercher validation avec moi. Quel est l'objet de votre appel ? Qu'est-ce que vous Ok, j'entends que vous considérez que ce sont des actes tout à fait naturels pour vous, mais alors du coup, pourquoi vous appelez ? Peut-être. Bon, c'est ce qui me vient là tout de suite, hein, mais voilà, je ne suis pas dans la situation et je sais bien que chaque situation est tellement unique. Mais voilà, on peut revenir sur cette idée, sur cette question de, finalement, pourquoi l'autre appelle ? Ça peut nous... C'est-à-dire avoir un petit regard méta, hein, avoir un regard méta pour pouvoir revenir à soi et revenir à la relation. Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Oui. Ouais, vous m'entendez là ? Oui. Ah oui, d'accord. Juste, vous avez parlé de la congruence assez tardivement. Vous avez beaucoup parlé du respect de l'autre, etc. Et moi, je pense aussi à l'acceptation aussi de l'écoutant en tant que personne, c'est-à-dire en fait de la part de l'appelant. C'est-à-dire à partir du moment où il y a violence, enfin où on nie même notre fonction en tant qu'écoutant. Est-ce qu'on doit accepter ça ? Enfin, est-ce qu'on peut accepter ça ? Est-ce que ce n'est pas les limites aussi ? Enfin, on nous parle aussi de nos limites personnelles par rapport à notre affect, etc. Et il y a des moments où, effectivement, on doit exprimer cette limite. Et qu'en pensez-vous, quoi ? Je veux dire, jusqu'où on peut aller écouter, même dans cette violence-là, même. Voilà. C'est un peu ma question. Oui. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas trop développer cette histoire de la congruence, parce qu'on va ajouter un élément de complexité à l'histoire de l'écoute. C'est vrai que j'ai centré ça sur l'empathie. Mais vous avez tout à fait raison. C'est quand même, dans certaines circonstances, c'est à partir de votre congruence, de ce que vous ressentez profondément, que vous allez pouvoir réagir. C'est pour ça que je ne peux rien dire, de donner de conseils tout à l'heure, dire comment il faut réagir, parce qu'en fait, ça va vraiment dans cette relation totalement intersubjective. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Là, si j'ai insisté sur cette écoute de soi dans la relation. Donc, il y a en même temps ce mouvement vers l'autre, mais en même temps, ce retour à soi pour qu'est-ce qui se passe en moi ?
qu'est-ce que je ressens, parce que c'est là où vous allez trouver une réponse qui va être authentique et qui va pouvoir donc du coup avoir un impact. Voilà, donc il n'y a pas de réponse absolue, tout va dépendre de la circonstance et de l'intersubjectivité de la relation que vous avez créée avec l'autre. On voyait, M. Morin est décédé, mais on est vraiment là dans le domaine de ce que Edgar Morin appelait la complexité. Hein, quelque chose qui se tisse, mais extrêmement complexe. Et la relation humaine est de cet ordre de la complexité dont parle Morin. Oui, Yves de l'association de Chambéry. Je voulais vous demander de revenir sur la spécificité de l'appel des jeunes, qu'on a de plus en plus, où effectivement on a une demande très forte de conseils, d'aide. Et là se pose la question effectivement de l'approche centrée sur la personne, centrée sur l'attente qui vient et qui peut conduire à effectivement une certaine directivité. Voilà. Vous voulez ma réponse personnelle, vous voulez la réponse, la règle? Oui, mais je parlais d'intersubjectivité de la relation, mais les adolescents, oui, ont besoin d'informations, ont besoin un réapprentissage des limites, un réapprentissage du cadre. Donc, je ne serais pas du tout opposé à une certaine directivité, entre guillemets, avec les adolescents. En tout cas, voilà, donner des informations. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais voilà, ils sont preneurs d'informations, surtout aujourd'hui, enfin, je ne sais pas quels sont les jeunes qui téléphonent, mais voilà, ils reçoivent un nombre d'informations invraisemblables et en même temps, ils n'ont peut-être pas reçu tout à fait les limites nécessaires au cours de leur éducation. Donc oui, il y a un rôle psychopédagogique important, un apprentissage. Moi, je crois beaucoup que oui, la psychothérapie est un apprentissage de la vie. Donc, un adolescent, il découvre la vie et il essaie d'apprendre comment on fait pour vivre. Pourquoi pas, je ne veux pas donner une règle absolue, mais pourquoi pas, effectivement, lui apporter des informations, lui indiquer des choses. Voilà. Oui, mais après, voilà, c'est vous, les bénévoles des SOS Amitié, qui devez décider des orientations. Parce que, oui, ce que je n'ai pas indiqué dans ma conclusion, c'est qu'en rédigeant ce document, je me suis demandé finalement si dans la charte, l'idée de l'écoute est non directive, il ne faudrait pas la remplacer par l'écoute est empathique. Donc je voulais vous laisser ça à la réflexion. Parce que ça permet d'éviter cette histoire d'interdiction. Et donc du coup, de faire appel et à la congruence, à ma propre congruence, et de savoir que quand même l'empathie est un magnifique antidote, et que c'est une manière de marquer ma présence sans... voilà, d'être présent, sans s'orienter, sans diriger. Je voulais juste revenir en arrière sur la question, je crois l'avant-dernière question, sur comment peut-on être empathique quand on a un appelant qui est manifestement dans la perversion. Parce qu'il y a des appels pervers, il y a des appels qui sont motivés par la manipulation. Et dans mon expérience, le signe que j'ai intérieurement, c'est quand je sens qu'on cherche à manipuler ou qu'on est dans la perversion, je ressens un malaise. Et je crois que le malaise, c'est le signe que l'appel est pervers. Et là, voilà, je pense qu'il faut savoir y mettre fin et dire, voilà, je mets fin à cet appel. Voilà, je voulais juste... je suis ici, Clément. C'est Marie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce ressenti, justement. Je sens un malaise en moi. Et c'est un signe.
Ben, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai quand même évoqué la congruence, parce que c'est à partir de ce que je ressens, de cette vibration intérieure, hein, que je vais pouvoir réagir. J'irai peut-être un petit peu plus loin que dire « Ah, c'est un appel pervers, je sens un malaise ». Quel malaise, hein? La congruence nous invite quand même à être extrêmement fin, alors c'est un apprentissage, hein, extrêmement fin sur ce que je ressens. Oui, je sens un malaise, je me sens utilisé, je me sens objectalisé, ça me met en colère. Qu'est-ce qui se passe exactement pour moi, hein? Essayer d'aller vraiment au plus profond de mon ressenti pour pouvoir le mettre sur la table. Parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser ce ressenti comme une fin de non-recevoir, mais de l'utiliser au profit de la relation et pour peut-être remettre de l'énergie dans la relation. Vous comprenez? Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Hein. Si. Eh bien, justement, à partir de ce que je ressens, vous savez, là, vous me parlez depuis un quart d'heure. J'arrive pas à rentrer en contact avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis je sens que je ne comprends pas très bien pourquoi vous appelez. Voilà, ça c'est peut-être une possibilité. Autre, vous savez, depuis que je vous écoute, je sens quelque chose en moi qui est extrêmement désagréable. Je sens soit de la colère, soit je me sens totalement éloigné de vous, et je me sens même parfois chosifié, comme si vous m'utilisiez. Mais je ne suis pas une poubelle, et je voudrais savoir... Mais non, mais c'est ça. Je suis un écoutant. Je suis un écoutant, je ne suis pas une poubelle, je ne suis pas pour recevoir. Donc, je voudrais savoir comment on pourrait retrouver une relation réelle. Voilà, bon, c'est vraiment des exemples, surtout pas des exemples. Enfin, je veux dire, c'est ce qui me vient tout de suite, hein, mais il ne faut pas l'utiliser comme... Non, mais justement, Alors, monsieur... ce sera la dernière question, malheureusement. Ah, bah non. Vous avez... Oui, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez dit que chacun a des ressources pour se transformer, se développer, changer son image et son comportement. On a régulièrement des appels d'alcooliques, surtout la nuit. Et ça nous est très difficile d'évoquer ce genre d'évolution, parce que ce sont des gens qui souffrent de leur image. Et comment leur parler sans les culpabiliser? Oui, alors là, excusez-moi, je n'ai pas de réponse. C'est le problème des addictions, et oui, les alcooliques. Une dernière question. Une question refoulée. Une question refoulée. Là. Oui, je prends la liberté d'intervenir 2 minutes parce que je suis refoulé depuis longtemps. Voilà. Voilà, monsieur Dab... Je ne suis pas un habitué. C'est pas bon d'être refoulé. Non, justement, je vais évacuer accueillir. ça. Je vais évacuer ça. Mais je ne suis pas un habitué du tout des analyses psychologiques. Et j'avais même des préjugés. Et je voulais vous remercier beaucoup pour vraiment le caractère extraordinairement éclairant de ce que vous nous avez dit. Mais en même temps, je suis un peu comme la pomme de terre de Carl Rogers. Une vieille pomme de terre, certes, qui a du mal à germer, mais quand même qui a un souci et qui voudrait vous poser une interrogation un peu critique. À propos de l'ordre des facteurs, de la non-directivité à l'empathie. Et j'ai eu l'impression, surtout après vos dernières explications, qu'en réalité, vous aviez envie de nous parler de l'empathie à la non-directivité. L'empathie, c'est un peu le postulat de tous les écoutants. Ils peuvent se tromper, la confondre avec de la reconnaissance, la confondre avec beaucoup d'autres concepts. Mais l'empathie est ce qui guide tous les écoutants. Et vous avez commencé par la non-directivité de façon directive, somme toute.
Voilà, oui, puisqu'il s'agit d'être non directif. C'est presque une injonction. Et c'est vrai que, pour ma part, ayant tellement aimé ce que vous nous avez raconté, je me demande si ce ne serait pas mieux de partir de ce que vous avez dû écourter, de l'empathie qui nous guide au départ, pour en venir à la non-directivité. Pour une prochaine conférence, c'est super. En tout cas, je suis contente de savoir que l'empathie, c'est votre base. Ça, c'était pas très clair pour moi. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que l'intervention empathique peut être une réponse à l'angoisse de la non-directivité. C'est ça surtout. Parce que, en fait, mon idée, c'était de vous dire, oui, soyez non-directif, mais vous pouvez quand même intervenir, quand même signifier votre présence grâce à des interventions empathiques. Et que vous faites des interventions empathiques, vous n'êtes absolument pas directif. Donc, allez-y, allez-y. Merci.